Du coup, au niveau de la géographie, on fait des progrès évidemment gigantesques et celui qui symbolise la géographie moderne, c'est bien sûr Mercator et sa fameuse projection. Qu'est-ce que c'est une projection? C'est comment représenter la Terre, qui est une sphère, comment la représenter sur une carte plane. Et Mercator va décider d'utiliser la projection cylindrique, euh, le principe de la projection cylindrique tangente à l'équateur, donc en prenant évidemment la tangente par rapport à l'équateur. 1569, ben, cette carte de Mercator, elle est devenue le symbole de la domination et de l'impérialisme européen, puisqu'à partir de là, les cartes vont être orientées toutes vers le nord, et les principes mathématiques utilisés par Mercator vont être ensuite utilisés par la Royal Navy, donc la marine britannique, et bien plus tard, à notre époque, par la NASA américaine. Donc, et effectivement, une carte, c'est un symbole. Et le symbole ici, c'est l'eurocentrisme et l'Europe qui est au centre. Et donc, à partir de là, c'est assez ironique parce qu'en fait, Mercator a fait cette carte sans aucune représentation des empires, sans référence religieuse, sans frontières. Mercator rêvait d'un monde de paix et de concorde, notamment entre chrétiens. Il avait été victime de persécutions religieuses à Louvain, entre catholiques et protestants, même arrêté à un moment pour hérésie, donc en prison, pour des motivations religieuses. Et donc sa carte, qui rassemble toutes les connaissances géographiques de 1569, on a fait un bond quand même gigantesque entre la carte de Fra Mauro, un siècle avant, et celle-ci. Mais à partir de là, la façon de représenter le monde va se baser sur, principalement en tout cas sur Mercator. Il y a néanmoins eu d'autres formes de projection. Ici, la carte du monde de Johann Blau, parue dans l'Atlas Major, 1684, on est un siècle après. La production de cartes et d'atlas devient un enjeu commercial. Bon, un atlas comme celui de Blau, ça valait à peu près 25 000 euros. La planète est cartographiée en fonction de son potentiel commercial. C'est-à-dire que on est effectivement dans l'ancêtre évidemment de Google Earth aujourd'hui, où Google étant une entreprise commerciale, elle a pour but d'utiliser la cartographie dans cette fonction-là. Ici, c'est un autre type de projection, ce qu'on appelle la projection stéréographique, en deux hémisphères. Mais ce qui est de révolutionnaire sur cette carte, c'est qu'elle met en avant ce qui a été aussi la grande révolution scientifique de la Renaissance, c'est-à-dire le copernicanisme, c'est-à-dire les théories de Copernic, en montrant les planètes dans l'ordre exact de leur proximité avec le Soleil. Copernic, 1543, dit après de longues recherches, je me suis enfin convaincu, le Soleil est une étoile fixe entourée de planètes qui roulent autour d'elle et dont elle est le centre et le flambeau. Le Soleil symbolisé ici par le dieu Apollon. Et puis, effectivement, on a cette théorie, évidemment, de Copernic. Elle met en contradiction la doctrine officielle de l'Église, qui situait l'homme et la Terre au centre de l'univers. Donc, ajouté aux découvertes géographiques, ça détruit les fameuses cartes en T du Moyen-Âge, avec les trois continents. Il n'y a pas trois continents, il y a l'Amérique en plus. Évidemment, les grandes découvertes géographiques, elles ont libéré les savants de leurs préjugés. Et les théologiens ont dû commencer à se méfier de l'interprétation trop littérale des textes sacrés. Est-ce que le monde a vraiment été créé comme il s'est écrit dans la Bible? Évidemment, ça remet en cause pas mal de choses au niveau de l'Église qui était censée être garante des connaissances. Et donc on est passé de la conception du monde de Ptolémée, personnage en haut à gauche, à la conception du monde de Copernic, enfin plus que du monde, évidemment de l'univers, en tout cas de notre système solaire. Et donc on voit que au fur et à mesure du temps, il y a eu effectivement toute une série de révolutions scientifiques et techniques. Maintenant, le fait que ça a été si rapide et brutal, c'est quand même assez mythologique. Il y a eu plutôt une lente évolution. Tous les spécialistes de l'histoire des sciences savent que aussi bien l'Empire abbasside, donc musulman du Moyen Âge, tous les sultanats, les royautés qui en sont issus,
de l'Andalousie en passant par l'Afrique du Nord et les autres pays musulmans, mais aussi l'empire chinois ou la civilisation indienne, surpassait de loin l'Europe par bien des aspects dans le domaine de la connaissance et des techniques. Et que finalement, l'Europe, les Européens, les Occidentaux ont repris pas mal de techniques et de connaissances de ces civilisations. Et la dynamique conquérante de l'Europe qui apparaît au XVIe siècle, les fameuses grandes découvertes, c'est particulier parce qu'en fait, ce ne sont pas les grands royaumes très puissants, ou c'est pas non plus des armées de grands savants qui ont permis des découvertes qui ont facilité la conquête du monde. C'est pas non plus des technologies supérieures à d'autres civilisations. Sinon, les grandes puissances qui auraient dû faire les découvertes, ça aurait été la France, l'Angleterre. Or, ces deux grandes puissances, ou l'Empire germanique, la France et l'Angleterre ne commenceront très tard que leur expansion. Au départ, ce sont des Portugais, ce sont les Hollandais, c'est-à-dire des petits peuples de navigateurs qui vont affronter les espaces atlantiques. Avant eux, on peut remonter au Moyen-Âge, il y avait les cités italiennes, Gênes, Venise, Naples, Florence, qui ont été les premières en Europe à devenir très riches, très puissantes, grâce au commerce international. C'est là que s'est inventé le capitalisme commercial et financier. C'est là qu'on a encouragé le développement des arts, des lettres. Et donc c'est à partir de ces cités italiennes qu'il va y avoir tache d'huile, comme on dit, et que se déclenche ce qu'on nomme la Renaissance, hein, un retour au patrimoine grec et romain, mais avec un regard nouveau. Et ça va être très très créatif. Il y a deux facteurs qui ont été favorables à la diffusion de cet esprit créatif européen et de cette remise en cause finalement qui va permettre le progrès. Deux facteurs donc ont été favorables pour cette culture européenne, ce nouveau goût musical, cette nouvelle peinture, ce nouveau goût pictural qui apparaît. Ça va se développer sur des bases communes et pour toute l'Europe. Et le premier facteur, c'est quoi? C'est la libre circulation des élites à travers l'Europe. L'État national est encore très loin d'être construit à l'époque. On parle du royaume de France, mais la France, c'est une multitude d'identités. Les systèmes de pouvoir et les systèmes d'enseignement à l'époque ont un caractère très ouvert, très cosmopolite. On attire tous les talents, on se mélange, c'est-à-dire que on va avoir des échanges d'intellectuels, d'artistes. Hein. Léonard de Vinci, c'est l'exemple le plus célèbre. C'est l'artiste italien le plus connu, mais il est mort en France au service du roi François Ier. On va avoir des échanges culturels à travers toute l'Europe, à travers toute la Méditerranée, qui ont fait effectivement le développement scientifique et technique de la Renaissance. Attention, développement progressif, lent. Utiliser le terme révolution, c'est peut-être trop fort. Et puis, donc, le premier facteur, c'est effectivement la libre circulation des élites à travers l'Europe. Et puis, le deuxième facteur intéressant, c'est l'Église, puisque l'Église elle-même va encourager le mouvement et va aussi sponsoriser les artistes, les, les musiciens, les peintres, les sculpteurs, etc. Et c'est intéressant parce que la Renaissance et le succès de la Renaissance est dû au fait que l'Église romaine laisse faire et encourage le mouvement. Il y a bien sûr Galilée, par exemple, qui est condamné, Copernic qui est condamné, mais ça, ce sont des exemples extrêmes puisque ça touchait à des domaines où l'Église se sentait véritablement menacée par ce genre de découverte. Mais finalement, elle va accepter, elle va laisser faire, elle va encourager le développement scientifique. On aura notamment, par exemple, les jésuites qui vont se mettre en place et qui seront un ordre monastique qui, effectivement, va utiliser toutes les connaissances, toutes les découvertes scientifiques et qui va encourager le développement d'écoles, de collèges, etc. à travers l'Europe. Donc on voit que l'Église ne s'est pas opposée à cette renaissance. L'Europe vers la domination mondiale. La mondialisation qui apparaît à la Renaissance a mobilisé quantité de ressources techniques, financières, spirituelles et humaines. Elle a répondu à des choix politiques, à des calculs économiques et à des aspirations religieuses qui se sont conjugués pour entraîner, plus ou moins heureusement, des marins, des soldats, des prêtres et des marchands à des milliers de kilomètres de la péninsule ibérique dans toutes les directions du globe. L'expansion ibérique a provoqué des réactions en chaîne et souvent même des chocs
qui ont déstabilisé des sociétés entières. Ce fut le cas en Amérique. En Asie, par contre, les Portugais et les Espagnols se sont heurtés à plus fort qu'elles quand ils ne se sont pas enlisés dans les marécages et les forêts d'Afrique. En novembre 1519, un aventurier espagnol, Hernán Cortés, à la tête d'une petite troupe de fantassins et de cavaliers, fait son entrée à Mexico. En juin 1520, une ambassade portugaise, aux effectifs plus modestes encore, pénètre à Nankin. C'est dans cette ville que l'ambassadeur Tomé Pires est reçu par l'empereur de Chine, Zhengde. Si la Chine entretient une colossale machine administrative s'exerçant sur un territoire relativement unifié, l'empire aztèque n'a d'empire que de nom. Il est en grande part une création de Hernán Cortés et de l'historiographie qui s'en est inspirée. De tous côtés, on a enflé les choses pour donner beaucoup plus de gloire à la victoire espagnole et plus de poignant à la tragédie indienne. Dès les années 1515, les colons espagnols de Cuba pointent leur regard vers les grandes terres qui existeraient à l'ouest et au sud de leur île. La première expédition vers la côte du Mexique remonte à 1517. La troisième, celle de Hernán Cortés, démarre en 1519. Après une guerre épuisante mais victorieuse, la conquête se solde le 13 août 1521 par la prise de Mexico et l'effondrement de la domination des Mexicas. Le Mexique tombera sous la domination européenne et puis le reste du continent, les Amériques latines, portugaises et espagnoles, l'Amérique française, hollandaise ou anglo-saxonne. Le Nouveau Monde sera pour longtemps la proie des pays européens qui l'ont conquis, colonisé, occidentalisé. Par contre, en Chine, la Chine médiévale n'était pas un pays fermé et immobile, comme on se plaît à l'imaginer. Mais dès le XVe siècle, elle s'était lancée dans une expansion maritime qui l'avait d'ailleurs conduite jusqu'aux rives de l'Afrique orientale. Quelque temps plus tôt, elle avait été la pièce maîtresse de la domination mongole qui s'était avancée jusqu'aux plaines de Pologne et de Hongrie. Les Portugais accosteront dans un empire qui veille sur ses frontières, mais qui n'est pas imperméable au monde extérieur. Les premiers contacts entre Portugais et Chinois débutent vers 1511 à Malacca, où opère une importante colonie d'émigrés de l'Empire céleste, surnom de l'Empire chinois. Quant à l'apparition des Portugais sur les côtes de Chine, elle remonte au moins à l'année 1513 et se confirme au cours des 2 années suivantes. En juin 1517, une ambassade portugaise embarquée sur 8 vaisseaux quitte Malacca pour Canton, où elle séjourne jusqu'en janvier 1520 avant de prendre la route pour Pékin. C'est la première mission diplomatique qu'une puissance européenne dépêche vers l'Empire du Milieu, autre surnom de l'Empire chinois. En mai, elle parvient à Nankin, puis au cours de l'été, elle rejoint la cour impériale à Pékin, mais l'ambassade tourne court et ses membres sont jetés en prison. Les Chinois comprennent que cette ambassade a pour but d'essayer de les infiltrer et de les contrôler. Dès lors, la Chine saura tenir tête aux Européens jusqu'au milieu du XIXe siècle. Sans doute n'échappera-t-elle pas aux invasions étrangères, notamment manchoues, japonaises ou occidentales, mais à la différence de l'Inde ou du reste de l'Asie, jamais la Chine ne se laissera coloniser.